Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro, en partenariat avec Cegedim Insurance Solutions. Nous allons parler d'omnicanalité, de self-care et de sobriété numérique. À tout de suite. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Pascal Martinez, membre du comité de direction d'AG2R La Mondiale, en charge du digital et des systèmes d'information, et Philippe Simon, président de Cegedim Insurance Solutions. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mariana. Bonjour Mariana Vivard, bonjour Philippe. Alors, on va beaucoup parler d'omnicanalité et des systèmes d'information. Pour commencer, depuis l'arrivée de Bruno Angle à la direction générale d'AG2R La Mondiale, il y a une volonté d'accélérer sur la transformation digitale du groupe de protection sociale. Alors, quelle est votre feuille de route, Pascal Martinez, pour les années à venir dans le cadre du nouveau plan stratégique? Effectivement, AG2R est un grand groupe d'assurance et de protection sociale avec plus de 15 millions de personnes assurées, 500 000 entreprises clientes, 15 000 collaborateurs. Et on a coutume de dire qu'on a eu certaines pages pour construire le groupe jusqu'à maintenant et est venu maintenant dans notre nouveau plan stratégique le moment de la consolidation et de l'homogénéisation de nos systèmes d'information et de nos systèmes d'information en matière de digital. Donc on a décidé une accélération, un changement de braquet dans la terminologie AG2R La Mondiale. Et ce changement de braquet, il a deux objectifs. Le premier, c'est plutôt d'harmoniser nos systèmes de gestion de contrats qui sont peut-être un petit peu trop nombreux. Et puis le deuxième objectif, c'est donner à nos collaborateurs et à nos clients des systèmes ou une expérience client à l'état de l'art dans le domaine du digital et des services en ligne pour qu'ils puissent améliorer le service rendu à nos clients, changer de braquet dans leurs relations avec les clients. Très bien. Philippe, est-ce que vous sentez une volonté d'accélération au sein des acteurs de l'assurance sur ces sujets de la transformation digitale? Alors on sent plus qu'une volonté, on voit une très nette accélération effectivement de tous les acteurs, avec peut-être plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le secteur de l'assurance n'est pas spécialement en avance, on va dire, dans le secteur digital. Et on sait qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de processus qui atteignent péniblement 20-30% de digitalisation quand on parle de la souscription ou de la déclaration des sinistres, par exemple. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui est que, alors on l'appelle assuré, on l'appelle adhérent, on l'appelle membre, on l'appelle comme on veut, ça reste un client. Et ce client-là, il est aussi le client d'autres secteurs d'activité. Et souvent, son usage, l'usage qu'il a dans d'autres secteurs, notamment dans la distribution, le retail, ça forge un peu ce qu'il attend dans sa relation avec l'assureur. Puis après, les assureurs, ils ont un jeu de pression qui n'a pas baissé, et notamment avec la crise, avec une pression sur les coûts, avec une pression aussi sur ce sujet d'omnicanal dont on va parler tout à l'heure. Donc il y a un jeu de pression qui reste fort et qui milite en faveur d'une accélération, mais on la sent, c'est tangible. Alors Pascal Martinez, vous souhaitez placer l'assuré au centre de vos réflexions et de vos actions. Comment cela se traduit concrètement dans votre parcours de souscription et d'indemnisation ? Alors, ça se traduit par un certain nombre de principes qu'on s'est fixés. Il y a un premier principe qui est de bien connaître nos clients, bien connaître les contrats de nos clients et les interactions qu'on a eues avec nos clients. Pas lui demander plusieurs fois ces données et les informations qu'on possède déjà sur lui quelque part. Donc vraiment recentrer toute la relation autour des données. Puis le deuxième principe, ça serait essayer de traiter l'ensemble des demandes des clients en une fois et facilement. Donc on peut prendre l'exemple du parcours d'adhésion dans lequel on pourrait voir plusieurs étapes. Alors d'abord j'ai une relation avec un client et puis après j'ai un conseil et puis après j'ai une proposition. Nous on voit ça dans un parcours un petit peu linéaire dans lequel on passe en fait de la relation commerciale à la mise en gestion et puis au milieu on déroule des étapes successives d'un parcours facile dans lequel le client peut s'arrêter s'il le souhaite, mais s'il reprend, on reprend là où on s'en est arrêté. Puis un deuxième principe qu'on s'est fixé qui est assez important, c'est celui de l'omnicanalité. Voilà, c'est le client qui choisit, alors je crois que Philippe l'a dit, hein, il nous met un petit peu de pression parce qu'il vit des expériences en fait, auprès d'autres fournisseurs qui lui proposent des expériences full digital. Il choisit le canal de communication, il y en a qui veulent nous appeler, il y en a qui utilisent les espaces clients, il y en a qui nous téléphonent, il y en a qui nous écrivent et tout ça c'est le client qui a le choix, mais quel que soit le canal qu'il choisit pour nous contacter, nous il faut qu'on puisse en fait suivre son parcours
d'un canal à l'autre. Il peut commencer sur le site internet, continuer au téléphone, terminer par une signature électronique, et tout ça doit se faire un petit peu sans couture. Le dernier point, le dernier principe, c'est un peu la priorité à l'espace client qui lui permettra de faire lui-même un certain nombre de transactions, et il est demandeur, le client, comme le rappelait Philippe tout à l'heure. Quel type d'opération vous allez permettre à l'assuré d'effectuer seul via leur espace client? Alors ça, je trouve que c'est une bonne question, et pour rebondir sur ce que disait Philippe, il y a toujours une question à se poser qui est jusqu'où on veut être digital. Je veux dire, est-ce que c'est bien d'être 100% digital? Quand on est une société d'assurance, c'est pas toujours bien, parce que quand on donne des bons conseils aux clients, souvent il est plus satisfait, mieux assuré, mieux couvert, et c'est pas évident qu'il faille tout faire en digital. Alors on propose, nous notre principe c'est tout proposer en digital, et de promouvoir plus ou moins ce canal-là. Quand c'est des téléchargements de documents ou d'informations, on lui dit bon ben ça vous le trouverez sur le digital. Quand on le propose aux clients, il y en a très peu qui refusent. On va dire de l'ordre de 1 pour 1000 dit non, moi je veux recevoir du papier. Et puis, la deuxième chose, c'est les actes de gestion simples. On va dire, monsieur le client, s'il vous plaît, faites-le vous-même, parce qu'on le verra, je pense, sur la partie des frais généraux que mentionnait Philippe, ça permet un petit peu de se désengorger. Et puis, le client, il y trouve son compte. Et sur les actes de gestion un peu plus évolués, à valeur ajoutée, on va lui proposer un parcours sur l'espace client, mais on va aussi lui proposer d'avoir un contact avec nous quand il le souhaite. Alors, une prise de rendez-vous, un appel téléphonique en ligne, un chat qu'on peut ouvrir pendant une transaction un peu plus complexe, mais vraiment de mettre en avant le fait qu'il peut tout faire sur son espace client, mais qu'on est là pour l'aider quand il en a besoin, quel que soit le canal qu'il a choisi. Juste pour préciser, ces objectifs sont à quel horizon? Alors, il y a des objectifs sur les espaces clients qui sont quand même d'assez court terme, donc 2023-2024 pour quelque chose d'assez évolué. Et puis après, on a des transactions un peu plus profondes qu'on envisage sur une durée un peu plus longue. Et là, on parle d'un plan de transformation du système d'information et du digital sur 6 ans environ. D'accord, merci. Voilà, donc ça prend un peu de temps quand même. Merci de ces précisions. Alors, on entend beaucoup parler d'omnicanalité, Philippe, dans le secteur de l'assurance. Quelles sont les difficultés que rencontrent les acteurs du marché pour permettre d'apporter une réponse pertinente à l'assuré, quel que soit le canal choisi? Pascal l'a mentionné, hein, l'omnicanal, ça fait rêver parce que c'est la promesse client top du top. C'est globalement, monsieur le client, vous dites une fois ce que vous voulez nous dire, et vous le dites dans le canal que vous choisissez, et nous, on vous répond le plus simplement possible, là encore dans le canal que vous choisissez, et de manière la plus simple possible. Donc on gagne à tous les niveaux, entre guillemets. À mettre en place, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Et il y a effectivement un certain nombre d'obstacles. Il y a des obstacles qui peuvent être organisationnels, dans des entreprises qui peuvent être structurées un peu par silos, au départ les grands métiers, la distribution, l'assurance, la gestion technique de l'assurance, la gestion. Et il suffit que ces silos communiquent pas forcément bien, soient pas 100% alignés, c'est un obstacle à la mise en œuvre de ces grands process omnicanal. Mais après, il y a les sujets des systèmes d'information. Alors là, c'est vraiment un terrain que connaît bien Pascal. Il y a là-dedans, vraiment au cœur du réacteur, le sujet du ou des référentiels. Voilà, c'est globalement que le client soit quel que soit l'endroit où il rentre dans l'entreprise. Et ces entreprises, et a fortiori dans les grandes entreprises, il y a énormément de référentiels, énormément d'histoires. Le client a eu plein de contacts de manière différente. On peut même l'appeler différemment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut réunir tout ça, il faut être capable de le voir comme faire circuler l'information, faire communiquer des systèmes qui n'ont pas été conçus au départ pour communiquer entre eux. Donc sincèrement, tout ça n'est pas un long fleuve tranquille. On l'a fait, nous, pour notre activité de gestion, sur une petite activité, on va dire, avec une espèce de 360 clients. Mais quand on a fait ça, il faut encore intégrer ce 360 clients dans l'environnement de nos clients porteurs de risques. Donc on voit que même en ayant fait tous ces efforts, on n'aura fait encore qu'une partie du chemin. Bruno Angle a beaucoup insisté aussi sur le redressement du résultat technique en santé et en prévoyance. Comment les systèmes d'information vont-ils y contribuer? Alors il y a pas mal de dimensions qui permettent de contribuer à... Voilà, d'abord, les systèmes d'information, c'est des frais généraux, hein, c'est des dépenses. Donc plus on a des systèmes d'information simples, efficaces, faciles à maintenir, on va dire modernes, même si ce mot, il est pas très usité. On a inventé d'autres mots bien plus intéressants, vont réduire le coût d'utilisation du système d'information. Il y a un petit peu les méthodes de travail aussi qui contribuent, rechercher, maximiser la valeur de ce qu'on développe, toujours en pensant client
et en s'orientant vers le client. Et puis, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'automatisation d'un certain nombre de travaux, l'automatisation par la délégation au client d'un certain nombre d'actes sur les espaces clients. Et quand nous, on reçoit en fait des informations de l'extérieur, de pouvoir les traiter le plus automatiquement possible, et donc que les conseillers ne passent pas de temps à ressaisir des informations qui proviennent de fichiers ou qui proviennent de sources d'informations extérieures, c'est extrêmement important pour gagner en efficacité opérationnelle et donc pour réduire les frais généraux et donc pour contribuer à améliorer le résultat d'une de nos sociétés. Alors, Pascal Martinez, de plus en plus de tâches vont être automatisées grâce à la déclaration sociale nominative. Pouvez-vous nous dire comment vous exploitez la DSN aujourd'hui et quelles possibilités d'exploitation voyez-vous pour demain? Alors, ça aussi, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a une première étape dans l'exploitation de cette fameuse DSN qui est je récupère des informations de l'ensemble de mes entreprises clientes et puis le b.a.-ba, c'est à partir de ça qu'on va facturer, en fait, qu'on va émettre les échéances et qu'on va calculer les cotisations. Ça, c'est le niveau 1, mais c'est un bon niveau et qui déplace pas mal les choses en termes de responsabilité. On va se transformer en opérateur de saisie et puis après on s'est transformé en contrôleur de ce qu'il y avait dans les fichiers. Puis maintenant on se transforme en conseiller de nos clients pour bien remplir leur DSN. Donc ça déplace un petit peu l'assureur dans la chaîne de valeur, mais c'est très intéressant. Après on va utiliser les données qui sont transmises pour créer les clients automatiquement, voire pour créer les arrêts de travail automatiquement parce que cette information elle est présente dans la DSN. Et en ce moment, on regarde aussi quelles statistiques on peut tirer en fait de ces informations. Est-ce qu'on peut mieux qualifier la rentabilité d'un contrat, le risque sur une population? Est-ce qu'on peut même éventuellement s'intéresser dans la limite de ce que permet la loi à j'ai un client qui a un certain âge, il approche de la retraite, éventuellement il va passer du monde du collectif au monde de l'individuel, à G2R La Mondiale a un produit à lui proposer, ça tombe bien. Voilà, à partir du moment où on aurait le droit de faire ça parce qu'on a le consentement du client, c'est aussi un territoire de prospection, la DSN. Ah, c'est très intéressant. Philippe Simon, quelles exploitations voyez-vous dans cette DSN? Alors, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Pascal, parce que ce qu'il a dit est fort juste. Je pense que la DSN apporte effectivement dans la façon de gérer les collectives un mode de gestion complètement inversé par rapport à ce que d'autres ont pu vivre par le passé, où effectivement il y avait le fameux appel de cotisation. Et là, comme Pascal l'a dit, on est dans un domaine déclaratif, ce qui ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas, mais donc il y a toute cette masse d'informations qui vient directement des entreprises. On gère automatiquement les règlements aussi, avec la notion de télérèglement. Il y a les notions effectivement d'arrêt de travail. Finalement, toutes les entrées-sorties, et ce qui permet aussi de bien gérer derrière la portabilité, le départ à la retraite, enfin tous ces événements ou la suspension du contrat de travail, des modifications d'options. Donc c'est important qu'il y ait tout ça, parce que par ailleurs, on est sur un secteur très très concurrentiel, dans lequel on le sait, les prix sont très très tendus, la rentabilité est tendue. Donc la DSN permet tout ça, voilà. Donc il faut un système d'information, je reviens toujours à ça, mais on ne se refait pas, hein. Il faut un système d'information qui ait vraiment compris que la DSN est un peu la colonne vertébrale et qui gère voilà, toutes ces entrées-sorties et ces informations autour de cette colonne vertébrale. Quand on discute avec des DSI, l'un des critères qui revient souvent, c'est l'interopérabilité. Alors, est-ce que, concernant vos systèmes d'information, allez-vous investir pour les rendre interopérables avec ceux des acteurs de votre écosystème? Oui, alors je vais lâcher le mot. On essaie de mettre en place des plateformes, et des plateformes qui sont des systèmes indépendants, mais pas complètement autonomes. On va imaginer une plateforme qui est plus orientée vers la relation client. Elle va permettre de distribuer nos propres produits d'assurance, mais éventuellement les produits d'assurance d'autres sociétés d'assurance ou des services qui soient associés à ces contrats d'assurance. Et puis, à l'inverse, on va mettre en place des plateformes qui sont plutôt des systèmes producteurs ou gestionnaires de contrats, offreurs de services. Et ils vont offrir des services à nos propres distributeurs, à nos plateformes de distributeurs, et puis ils vont les offrir à d'autres assureurs ou d'autres réseaux de distribution, des banquiers ou des sociétés commerciales qui pourraient distribuer nos produits d'assurance. Donc cette modularité, on l'a fait tenir avec des liens, on appelle ça de l'intermédiation. On peut lâcher les mots d'API à ce moment-là, pour qu'on parle un petit peu technologie dans l'émission Tech. Il y aura le jeu de mots sera complet. Vous n'êtes pas le premier. Voilà. Et on expose ainsi les services à nos partenaires pour qu'ils puissent utiliser nos produits, mettre en gestion un contrat avec le service de mise en gestion de contrat. Et donc nous, voilà, c'est un petit peu l'avenir de nos plateformes, le fait d'être interopérables avec des sociétés tierces qui sont nos partenaires de distribution ou qui utilisent nos produits.
À quel horizon? Alors ça, c'est un petit peu plus long, hein, donc c'est plutôt, on va dire, dans un horizon entre 2 et 4 ans. Donc il y a une petite partie dans notre plan d'entreprise qui est vraiment de se mettre à l'état de l'art en termes de digital. Et puis il y a une partie qui s'appelle prendre de l'avance. Et ça, on considère pour nous que c'est prendre de l'avance. Alors, d'un prendre de l'avance, il y a aussi ce projet de pouvoir brancher vos systèmes d'information avec un acteur de l'assurance dommage. Alors, pourquoi pas de l'assurance dommage? Ça compléterait idéalement notre offre de produits d'assurance avec une clientèle de particuliers. Mais il ne faut pas oublier que chez AG2R La Mondiale, on a une très grosse clientèle d'entreprises également. Donc, c'est probablement un peu moins une cible de clientèle pour l'assurance dommage, mais moi je dirais tout autre produit d'assurance complémentaire au nôtre, toute offre de services qui viennent compléter une offre d'assurance classique. Ça peut être de la protection de la personne, de la surveillance au domicile. Il y a des actes de vente un peu logiques qui peuvent s'assembler les uns avec les autres. Un contrat d'assurance avec un contrat de protection du domicile ou de protection de la personne au domicile. Ça peut paraître logique et c'est ça que doivent permettre ces plateformes de distribution. Alors, ça peut être, il y a un intérêt à distribuer des produits d'assurance dommage, de l'IRD, mais ce n'est pas le seul. Donc, voilà. La plateformisation ne permettra pas que ça, mais... C'est pas fait que pour l'assurance dommage, mais ça permet aussi de faire l'assurance dommage. Très bien. Philippe, quel regard portez-vous sur la stratégie de plateformisation d'AG2R La Mondiale? Comme Pascal l'a effectivement souligné, en fait, on voit que ce marché de l'assurance, à la fois, il s'est concentré. Donc, on a maintenant des acteurs qui ont des tailles significatives, avec à l'intérieur de ces acteurs des grands groupes et différentes structures. Et puis, ce marché, il est assez polymorphe. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des alliances se bâtir et dans lesquelles il y a, par exemple, de la distribution croisée, mais pas que. On voit des grands groupes aussi dans lesquels les structures se spécialisent, des structures qui s'orientent plus vers la distribution, d'autres vers l'assurance, d'autres vers la gestion. Et il faut que tout ce monde-là, il arrive à interopérer. Et je reprends quelques termes que Pascal a mentionnés. Pour que la stratégie ici permette de faire ça et de bien le faire, il faut effectivement de la modularité, il faut de l'ouverture. Alors la fameuse APIisation, et Pascal et moi on a quelques tempes grises, donc là, les API ça fait des années qu'on en parle, mais peut-être ce qui change là, c'est que c'est des API d'un autre niveau. C'est-à-dire que globalement, dans l'idée, l'entreprise met à disposition de l'extérieur un objet métier à ce service, quoi. Avec un mode d'emploi. Avec un mode d'emploi, et surtout avec le mode d'emploi d'ailleurs. Voilà. Donc c'est en train de changer, mais c'est une vraie réponse à l'évolution du marché. Pour cette dernière partie de l'émission, je vais vous demander de vous projeter, d'aller un peu plus loin dans les années à venir, imaginons dans 5-10 ans. Alors, comment imaginez-vous évoluer les systèmes d'AG2R La Mondiale? Est-ce que vous êtes plutôt fan de métavers, de blockchain ou pas du tout? Alors, moi, je suis très fan de ce qui a un intérêt pour le client et pour le collaborateur. Donc, et c'est comme ça qu'on regarde les technologies. Il faut rester à l'affût, hein, parce que quand une technologie prend et a de l'importance et bouleverse quelque chose, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'à la limite, si une technologie est en train de bouleverser le monde aujourd'hui, elle est déjà née, on est presque déjà en retard. Donc il faut être très très attentif à ce qui se passe autour de soi. Bon, moi je donne un petit contre-exemple, tout le monde va peut-être me tomber dessus après. Je dis la blockchain, ça fait 10 ans qu'on dit que ça va disrupter le marché. Bon, dans notre métier en tout cas, on attend un peu. Donc là j'ai tendance à dire, quel est l'intérêt pour le client ? Il n'est pas énorme, voilà. Le métavers ou de toute façon des canaux de distribution alternatifs qui seraient adoptés très rapidement. Il faut les regarder, il faut rester très attentif. Voilà, il y a ceux qui donnent l'enveloppe du métavers et il y a ceux qui vont construire à l'intérieur. Donc, qui va se mettre sur ce marché-là, c'est à observer. Voilà, nous déjà en termes d'horizon 6 ans, c'est déjà pas si mal. Si au bout de 6 ans, on a un système ouvert, interopérable et qui propose correctement nos produits au marché sous forme de services qu'on peut quasiment utiliser par soi-même, ça sera déjà énorme et je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Voilà, mais on reste attentif à tout ce qui pourrait être une disruption technologique en pensant toujours quel est l'intérêt du client dans tout ça. Et vous, Philippe, pensez-vous que la sobriété numérique peut-être sera à l'avenir l'une des priorités des acteurs du marché? Alors, moi, je pense que oui. Je pense que la gestion de l'empreinte carbone, la gestion de l'énergie, c'est des sujets qui dépassent simplement des sujets d'économie d'entreprise. Je pense que c'est devenu des sujets sociétaux.
De notre côté, on entend être aux côtés de nos clients dans la transformation numérique. On ne peut pas ne pas faire attention, par exemple, au volume de données que l'on gère et que l'on stocke, qui ont fait x40 en 10 ans, là, entre 2010 et 2020, donc c'est assez impressionnant. On a la chance d'être éditeur et également hébergeur, et ça nous donne une capacité à réfléchir à la conception d'applications et derrière, dans sa mise en œuvre et dans sa gestion, se poser la question de qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas. Voilà. Et on sait que dans tous les pans applicatifs, aujourd'hui, on peut trouver des données qui ne sont pas utiles et également des processus complets ou des fonctions complètes qui ne sont pas utiles. Donc on est sensible à ça. On travaille sur les deuxièmes vies, les troisièmes vies d'équipements. Enfin, je pense que je trouve le moment très intéressant que ça s'installe, ça, parce qu'on avait tendance à dire, voilà, la technologie permet systématiquement de traiter beaucoup plus de données, beaucoup plus à moins cher. On a juste oublié le sujet de l'énergie et juste oublié le sujet de l'empreinte carbone dans tout ça. Oui, il y a une petite statistique intéressante qui a été publiée récemment, c'est qu'un serveur ou une machine, elle a consommé 70% de son gaz à effet de serre quand elle arrive neuve dans son carton dans vos locaux. Donc ne pas changer sur un cycle de vie trop rapide les machines, même si elles consomment moins. Voilà, il faut vraiment... enfin, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de petits combats. C'est-à-dire qu'il faut vraiment traiter l'ensemble, il faut traiter les gros domaines consommateurs de gaz à effet de serre, il faut traiter les petits domaines. Il n'y a pas de petits gains en matière d'économie d'énergie, enfin, ou de système énergivore. Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus tout ce qui est inclusion. Je pense que c'est un domaine, l'informatique, dans lequel on peut être très porté sur l'inclusion. Il n'y a pas de limite quasiment à traiter ce genre de sujet. Donc, tous ces combats, il faut les mener, et il faut les mener avec conviction, comme c'est les nôtres, ça tombe bien, quoi. Donc, je pense que je partage ce que dit Philippe. Oui, complètement. La sobriété numérique fait partie de vos critères. La sobriété numérique, c'est un critère extrêmement important. Ouais. Qui peut dire le contraire aujourd'hui? C'est vrai. Merci à tous les deux pour cette émission, Philippe et Pascal Martinez. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette dernière émission de la saison 3 de Tech. Je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour la suite.